Mesdames et messieurs, après le philosophe Michel Onfray, j'ai la chance, l'honneur et l'avantage d'accueillir Didier Lemaire, un professeur de philosophie du lycée de Trappes depuis plus de 20 ans. Didier Lemaire, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vraiment merci d'être là, parce que je sais que les chaînes de télévision et les studios, ce n'était pas spontanément l'environnement dans lequel vous aviez envie de vous retrouver et de travailler tous les jours. Vous avez traversé, vous vous êtes retrouvé depuis quelques semaines dans l'essoreuse médiatique. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié que au mois de novembre dernier, vous aviez publié en tant que prof une lettre ouverte dans les colonnes de l'hebdo l'Obs, intitulée « Comment pallier l'absence de stratégie de l'État pour vaincre l'islamisme ». Votre idée, c'était après l'affaire Samuel Paty, d'adresser un message de soutien à des enseignants, pour protéger les enseignants, les élèves, mais c'est pas passé comme prévu, ça s'est même mal passé, et avec le temps, vous êtes devenu l'objet de menaces permanentes. La première question que je voudrais vous poser est la suivante: est-ce que ces menaces se poursuivent aujourd'hui, en ce mois de mars 2021 ? Écoutez, oui, puisque je suis sous protection rapprochée aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas au mois de novembre. Je bénéficiais d'une escorte pour mes entrées et mes sorties de l'établissement dans lequel j'enseignais, à Trappes. Donc, aujourd'hui, c'est une protection permanente, oui. Comment vivez-vous tout ça ? Écoutez, je sais que je peux mourir à n'importe quel moment. Je n'ai plus de métier puisque je ne peux plus exercer ma mission à Trappes, donc mon avenir est aussi incertain. Je me demande de quoi il sera fait demain. En revanche, je me réjouis finalement d'avoir pris la parole dans le débat public parce que après l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de beaux discours, mais finalement aucun acte et il n'y a pas eu de débat. Il me semble que ma prise de parole aujourd'hui en France a permis déjà de révéler qui était républicain et qui ne l'était pas, parmi les journalistes, mais aussi dans le monde politique. Je pense que ce débat permet aujourd'hui d'avancer et de comprendre qu'il va falloir que les Français se rassemblent pour lutter contre cette offensive islamiste qui bien sûr pèse contre l'école, mais aussi contre la police et s'infiltre dans les services publics. Il est urgent aujourd'hui d'agir et je pense que ma parole aujourd'hui, elle est écoutée avec bienveillance par une grande partie de nos concitoyens. Vous êtes soutenu par beaucoup de Français, on le voit, mais qu'est-ce que vous avez pensé des mots du maire de Trappes qui est venu distribuer des tracts à l'intérieur de l'établissement scolaire où vous enseignez il y a quelques semaines pour expliquer que vous avez cédé à la tentation médiatique et que vous avez exagéré, donnant une mauvaise image au passage de Trappes. Qu'est-ce que vous pensez aussi du préfet qui a expliqué, Jean-Jacques Brault, que vous mettiez de l'huile sur le feu, qu'il valait mieux se taire? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette politique qui n'ont pas été à vos côtés? D'une part, il y a de la dénégation, il y a du déni, mais d'autre part, on m'accroche une cible dans le dos en prétendant que je serais islamophobe ou raciste ou d'extrême droite, en me désignant comme une personne qui stigmatise les élèves ou la ville de Trappes. Effectivement, c'est un jeu extrêmement dangereux auquel se sont livrés des représentants de l'État ou des élus. Et je trouve ça indigne de leur part. Vous avez la question d'un attentat contre vous, j'essaie d'imaginer ce qu'est votre quotidien, la question de la mort a changé complètement l'organisation de vos journées, c'est-à-dire qu'une journée de l'enseignant que vous êtes aujourd'hui, là en ce mois de mars, ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était il y a un an, au mois de mars dernier. Tout a changé dans votre vie ? Je ne vis pas dans la peur, mais je fais effectivement attention quand je suis dans la rue, évidemment. Je suis bien obligé aujourd'hui de prendre des précautions auxquelles je ne pensais pas avant le mois de novembre. Que dit l'éducation nationale ? Quel est le sort qu'on vous réserve ? Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai rencontré une fois un conseiller de M. Blanquer, mais j'ignore tout de mon avenir. Il me donne son soutien moral. Maintenant, je ne sais pas concrètement ce que cela signifie pour moi. J'ai déposé une lettre au rectorat la semaine dernière de demande de mise en disponibilité, c'est-à-dire que je n'enseigne plus. Mais quelle sera ma mission plus tard, je l'ignore.
Est-ce que vous serez payé à la fin du mois par l'Éducation nationale? Je ne le sais pas. Si ma lettre est signée, je ne le serai pas. Lydia Guérousse. J'ai l'impression que c'est toujours le même scénario en réalité. Quand vous avez des personnes courageuses, clairvoyantes, qui dénoncent la montée de l'islamisme radical, la montée du communautarisme, cet esprit de partition chez la jeunesse et chez vos élèves, et il y a beaucoup d'autres établissements où ça se passe comme ça, c'est toujours le même scénario. On discrédite, on montre du doigt, on dit que la personne est islamophobe, d'extrême droite, on ne veut pas écouter, on essaye de tout mettre sous le tapis. Et il y a le bal des lâches, des hypocrites qui défilent. Et j'ai l'impression qu'on n'avance pas en réalité. Après l'assassinat de Samuel Paty, il y a eu quoi? 2 semaines d'émotion? Puis on a oublié. Et ce que j'observe, c'est qu'à chaque attentat, en réalité, le temps de l'émotion, le temps de l'indignation, du sursaut se réduit. Et j'ai l'impression qu'on est en train de s'habituer au pire. Et en fait, vous êtes une lumière, vous êtes un héritier des hussards noirs de la République. Et j'aimerais qu'il y ait tellement d'enseignants qui soient comme vous. Et je suis consternée de voir le peu de soutien, en réalité, que vous recevez de la hiérarchie et du ministère de l'Éducation nationale. Comment sont comportés vos collègues, le rectorat, l'académie, le ministre, même si vous avez indiqué que vous avez été juste reçu par un conseiller et qui vous apportait juste son soutien moral. Mais bon, le soutien moral, je pense que vous avez des amis pour vous l'apporter. Mes collègues, d'abord, ont écrit une très belle lettre de soutien, un moment d'ailleurs difficile pour moi, où les calomnies ne cessaient de se répandre dans la presse. De la part de la hiérarchie, j'ai une certaine bienveillance du rectorat, mais finalement, mon avenir, pour le moment, n'est pas décidé. Ce que je dois dire, c'est que j'aimerais passer aujourd'hui du rôle de lanceur d'alerte que j'ai joué. Il m'a semblé que c'était mon devoir à la fois d'enseignant pour protéger mes élèves, mais aussi mon devoir de citoyen de le faire, à maintenant une responsabilité plus politique, parce qu'il me semble que notre pays court à la catastrophe. Ce sont des années de démission de l'État. Déjà, Jean-Pierre Aubin, dans son rapport de 2004, préconisait l'idée qu'il fallait un plan et non pas simplement quelques mesures ici ou là. Et il faut un plan d'ensemble aujourd'hui pour prendre ce problème à la racine. Quand vous voyez que 52% des jeunes de 15 à 18 ans trouvent que ça serait sympa d'avoir une kippa et un voile dans les établissements scolaires et que ça serait une version moderne de la laïcité, est-ce que vous ne vous dites pas, comme moi, parce que moi je me le dis, que notre vision de la laïcité, celle qui a prévalu tout au long du XXe siècle, est dépassée, ou en tout cas même pire que ça, je suis encore plus pessimiste, pardon pour ce coming out, mais même qu'elle est morte. Est-ce que vous ne vous dites pas que le combat est perdu ? La gauche a abandonné ses valeurs, ça c'est clair. Elle a abandonné ce combat laïque. Moi, pendant cette période de crise, j'ai été soutenu par quelques organisations laïques, mais la gauche, elle a pris fait et cause pour le maire de Trappes contre le prof de philo, finalement. Ouais, vous avez vu le patron du Parti socialiste, vous imaginez du Parti socialiste. Moi, je me souviens de mon grand-père, Alban Bertin, paysan gascon, rentré au Parti socialiste au congrès de Tours en décembre 1920, s'il avait vu ça, il serait malade. Parce que le Parti social. Mon grand-père, qui était laïcard, me disait « Jésus-Christ, Jésus gueule !» Il était anti-curé, etc. S'il avait vu ça, il aurait été blême. Et de voir que le patron du Parti socialiste, qui est le seul homme politique français dont nous oublions fréquemment le nom, prenne fait et cause contre vous, pour le maire de Trappes, c'est quand même saisissant. Non ? Beaucoup de socialistes de cœur, d'adhérents ou de militants socialistes doivent être un peu blêmes de voir cela. Parce que c'est une grande maison quand même de la séparation de l'Église et de l'État, le PS. Oui, mais la gauche il faut le dire que la gauche est morte. Je pense qu'elle est morte dans ce pays. Maintenant, moi, ce qui m'a aussi vraiment déçu, c'est de voir que finalement, le gouvernement et la République En Marche ne m'a pas tellement soutenu, bien au contraire. Donc, je reste un peu, si vous voulez, dans une situation qui est maintenant extrêmement difficile. Oui. Maude Bréjon, justement, qui est ici, est ingénieure. Et elle est également porte-parole, élue de Levallois-Perret, Maude, est porte-parole de la République En Marche. Bon, vous avez le droit de prendre des distances avec la doxa officielle du parti. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous dit Didier Lemaire ?
Deux choses. La première, je pense pas que vous puissiez dire que le gouvernement ne vous a pas du tout soutenu. Je crois que le ministre de l'Intérieur, très rapidement, vous a proposé une protection policière que vous avez acceptée d'ailleurs et dont vous bénéficiez toujours aujourd'hui. Jean-Michel Blanquer s'est aussi exprimé extrêmement clairement, notamment quand le maire de Trappes d'ailleurs est allé, je crois, distribuer un tract politique dans votre lycée. Il a eu notamment à ce moment-là une parole très claire et il me semble, et moi j'ai été la première à aller sur les plateaux télé, vous apporter mon soutien et dire qu'effectivement il y avait un problème qu'on connaissait déjà avant d'ailleurs. Je vous rejoins sur le fait qu'il y a à mon sens aujourd'hui une partie, la majorité de partis à gauche qui a un rapport avec la laïcité qui est complètement défaillant. C'est d'autant plus étonnant en tout cas ça questionne parce que je pense que la laïcité, il y a quelques dizaines d'années de ça, vous le disiez Monsieur Brunet, c'était une grande valeur de gauche. Et aujourd'hui, ils ont complètement abandonné ce combat-là et plus que l'abandonner, il y a des liens, à mon avis, dangereux qui se sont faits avec des milieux communautarismes et on l'a vu effectivement à Trappes dans votre ville avec notamment le comportement du maire de Trappes qui n'a fait que mettre de l'huile sur le feu, fermant les yeux sur une réalité qui d'ailleurs ne lui incombait pas dans sa globalité. Le maire de Trappes, qui est un homme je pense plutôt jeune, hérite aussi de dizaines d'années d'une politique de la ville à Trappes avec plus de 60% de logements sociaux et donc effectivement il y a cette mixité sociale mais ils ont complètement fermé les yeux. Admettez que c'est complètement dingue que Olivier Faure, le patron du Parti socialiste... je viens de le dire. Oui, c'est fou, quoi. Culturellement, je ne suis pas en train de le désigner, il dit ce qu'il veut. Je n'ai pas ciblé le PS, je vous ai dit la gauche dans sa globalité. Mais c'est fou dans ce changement de doctrine à gauche. Alors, c'est dingue. Je vais vous dire, je suis d'autant plus... de la part de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, je suis absolument pas étonnée. J'avais quand même l'image d'Olivier Faure à l'époque comme étant quelqu'un d'un peu plus mesuré que le reste de ses camarades socialistes. En fait, je pense qu'ils sont dans une logique purement électoraliste, d'une part, et puis que sous couvert finalement de défendre l'islam ou de refuser la discrimination de l'islam, ils refusent de s'attaquer à l'islamisme. Et finalement, on l'a vu lors des débats sur le projet de loi séparatisme à l'Assemblée nationale. Quand le gouvernement s'attaque à l'islamisme, ils se font accuser d'islamophobie, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Institut d'études politiques de Grenoble, à Sciences Po, mesdames, messieurs. Des tracts comme ça ont émergé, ont été scotchés, chattertonnés, collés sur les murs, accusant deux profs de Sciences Po, de l'IEP, d'islamo-gauchisme. Souvenez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait donc un journal qui s'appelait Au Pilori et qui donnait des listes de juifs. Pardon pour ce parallèle que vous allez peut-être trouver un petit peu radical, mais voilà, il y a des gens qui ont scotché, affiché les noms de professeurs en les accusant d'islamo-gauchisme. Je trouve que dans le contexte politique actuel, quelques mois après l'affaire Samuel Paty, ça n'est pas la chose la plus délicate qui ait été faite par le syndicat qui a orchestré cette affaire. Je vous propose de retrouver sur place notre journaliste Camilla Campuzano qui est à Grenoble. Et la sécurité a été renforcée aux accès de cet IEP de Grenoble depuis ce matin. Il faut savoir que la semaine dernière, des affiches ont été collées juste au niveau de l'entrée sur ce mur-là pour donner le nom de deux professeurs et les accuser d'être fascistes. Depuis, ces affiches ont été retirées, mais une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs. Alors comment en est-on arrivé là? Tout est parti en fait d'un échange de mails entre deux enseignants. Le ton est monté parce que le mot islamophobie était placé au même niveau que racisme ou antisémitisme dans l'intitulé d'un groupe de travail qui préparait la semaine de l'égalité. Alors aujourd'hui, certains pointent du doigt les syndicats étudiants. L'Union syndicale Sciences Po Grenoble a effectivement dénoncé les propos tenus par ce professeur, alors que l'UNEF aujourd'hui dénonce tout lynchage sur la place publique. Alors aujourd'hui, une réunion de crise est organisée entre les professeurs de cet IEP de Grenoble et la direction a déjà fait savoir par communiqué qu'elle condamnait avec une grande fermeté ces actions qui mettent en danger les étudiants et le personnel, selon elle. Voilà, un prof accusé, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, pas d'islamo-gauchisme, d'islamophobie. Voilà.
Oui, et je signale 2 faits passés inaperçus. 2 de mes collègues ont été menacés de mort dans leur établissement, à Nîmes et à Pau, au mois de janvier. À Nîmes, c'est un directeur d'école qui a été menacé par un ancien fichier S, qui lui a dit je vais te faire pire qu'à Samuel Paty. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de pire, mais voilà. Cet homme a été condamné à 6 mois de bracelet électronique et 1 an de sursis. Celui qui avait menacé l'enseignant. Menacé l'enseignant. D'accord. On a téléphoné à ce professeur accusé d'islamophobie, qui est un professeur d'allemand agrégé de l'IEP de Grenoble. Il s'appelle Klaus Kinzler. Il est assez courageux. Pour ma part, je ne souhaite pas montrer son visage. Je lui ai dit, tenons-nous au téléphone pour l'instant. Lorsque je lui ai demandé s'il avait peur, voilà ce qu'il m'a répondu. Je dirais ce lien avec Samuel Paty, c'est plutôt mon entourage qui le fait. Mon fils a très peur pour moi, mes amis ont très peur, me proposent de me loger, etc. Moi, très franchement, je n'ai aucune peur. Je suis propulsé dans une situation pour laquelle je ne suis pas vraiment préparé. Mais bon, je reste quand même debout, j'ai pas peur et je défends la liberté d'expression dans le milieu académique et aussi au dehors. Yaguirous. Bon, voilà, ça continue. Hein, les exemples s'amoncellent de professeurs menacés. Vous en avez donné 2. Vous les avez portés à notre connaissance. C'est gentil. Hein. À Pau et à Nîmes sont plus des phénomènes rarissimes désormais. Non, les parents se sentent investis d'une mission. Pour les parents les plus radicalisés, c'est de redresser le professeur, de lui dire ce qu'il doit enseigner, comment il doit enseigner et de mettre en place une forme de censure. L'islamophobie, en réalité, c'est une nouvelle censure. On n'a plus le droit de s'exprimer sur certains sujets d'après ses parents. Ils n'hésitent pas à utiliser la menace, la violence et puis évidemment le harcèlement sur les réseaux sociaux jusqu'à s'en prendre à la vie des personnes. Donc il y a un moment où il faut, comme le disait ce professeur de Sciences Po de Grenoble, il dit il faut rester debout. Moi j'ai l'impression qu'il y en a très peu qui restent debout et en réalité il y en a beaucoup qui se couchent face à l'islamisme. Et on est dans une situation où c'est vraiment tangent. C'est soit on se redresse tous, soit on sera vraiment dans la soumission et on pourra oublier l'idée de république, l'idée d'une république une et indivisible, l'idée de la laïcité et peut-être même l'idée de la France dans certains quartiers qui ne ressemblent plus à la France. J'en veux beaucoup personnellement à la gauche, parce que la gauche, ça fait pas 10 ans qu'elle a renoncé sur la laïcité, ça fait des années. Quand il y a eu l'affaire de Creil, la gauche n'était pas au rendez-vous et étaient quand même seules les militantes qui voulaient défendre la laïcité, comme Elisabeth Badinter lors de l'affaire de Creil. La gauche ne l'a pas suivie. Hein. Elle est partie, elle a disparu. Il a fallu 14 ans pour que les directeurs d'établissements, que ce soit collège, lycée, aient une loi qui les protège pour interdire le voile à l'école publique. Et la gauche n'a pas été au rendez-vous. Quand on a fait la loi sur la burqa, la gauche n'a pas été au rendez-vous. S'il y en avait un seul, Manuel Valls. Mais Manuel Valls, il était quand même bien seul dans son parti. Donc la gauche, ça fait longtemps qu'elle a abandonné la laïcité. Pourquoi ? Pour des raisons de clientélisme. Mais il y a aussi des élus de droite qui sont dans le clientélisme. Parce que l'objectif de l'élu, c'est de gagner ses élections. Sauf que la démographie, elle est quand même ce qu'elle est dans ces quartiers-là. Donc il n'hésite pas à coucher avec les islamistes pour pouvoir gagner les élections, parce qu'on voit dans cette population un nouveau prolétariat, un prolétariat plus religieux, et on leur offre tout, et on détruit la République en gagnant ces élections-là. Et donc la gauche, à mon avis, on ne peut plus en entendre grand-chose sur les questions de laïcité, ni pour défendre des professeurs courageux comme M. Le Maire. Didier Le Maire, vous, le professeur de philosophie du lycée de Trappes, vous qui enseignez la philosophie depuis 20 ans, vous qui avez voulu réagir avec vigueur après l'assassinat de Samuel Paty, avez-vous vu ce rebondissement inouï, hallucinant dans cette tragédie de l'affaire Samuel Paty, cette jeune collégienne, lycéenne, qui dit finalement « j'ai menti ». J'ai menti lorsque j'ai dit que Samuel Paty nous avait demandé à nous, élèves gênés, de sortir de la classe parce que nous étions musulmans et qu'il souhaitait montrer les caricatures de Mahomet à la classe. Voilà, elle a dit « j'ai menti ». C'est terrible parce que tout est parti de là. Suite à cela, le papa de cette jeune fille a communiqué, comme on le sait, sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était terrifiant, non ?
Oui, cette jeune fille, elle a fait ce qu'on appelle de la victimisation, c'est-à-dire qu'elle s'est posée en tant que victime, et ensuite, dans l'écosystème islamiste dans lequel elle baigne, eh bien, elle a trouvé les relais pour passer à l'acte, pour le passage à l'acte, notamment des militants islamistes connus qui ont pignon sur rue, ou qui avaient une librairie rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, une librairie dans laquelle des ouvrages en langue arabe appelaient au meurtre des juifs, des homosexuels et des mécréants dans la France d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier tout de même la responsabilité de nos représentants de l'État. Et moi, je constate que finalement, depuis 4 ans, qu'est-ce qui a été fait pour lutter contre l'islamisme dans notre pays? Quel est le bilan finalement de la politique de M. Macron aujourd'hui? Avec une école et une police qui sont constamment attaquées, nous ne sommes plus vraiment dans un état de paix. Nous glissons vers une situation à l'algérienne. Dans quelques mois ou dans quelques années, où en serons-nous? Il faudra mettre des gardes du corps derrière tous les enseignants. On a vu au moment où vous êtes devenu une personne publique et où l'affaire Didier Lemaire a émergé dans l'actualité, on a eu beaucoup de petits reportages, montrés à droite et à gauche que vous aviez menti, que ce n'est pas vrai. On a trouvé à Trappes un coiffeur mixte. On a repris l'exemple que vous donniez, mais c'est pas vrai. Il manque car nous avons trouvé un coiffeur homme-femme. Donc la situation n'est pas si exagérée que ça. Il caricature, quoi. Vous avez vu ce dispositif de défense se mettre en place. Objectif, démontrer que vous mentiez, que vous exagériez, que vous étiez une bête médiatique, là, pour se valoriser. Oui, je pense que je dois gêner beaucoup de politiques aujourd'hui en France, oui. Certainement. Quel va être l'avis de Didier Lemaire dans les prochaines semaines, les prochains mois? Écoutez, pour l'instant, c'est incertain, mais ma détermination à combattre l'islamisme, elle est entière, je peux vous le garantir. Merci d'avoir eu le courage de venir ici, sur le plateau de Brunet Direct sur LCI. Et je vous souhaite de tout cœur de connaître des jours meilleurs dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous.